Ça y est, je crois que j'ai trouvé mon sport préféré à regarder. Je vous explique tout de suite ce que c'est, accompagné de mes 4 autres actus préférés de la semaine. C'est quoi le ski joring? Alors pour commencer, tu prends un mec qui fait du ski, mais pas sur une montagne, tu le mets en plein milieu d'une ville. Ensuite tu prends un cheval, tu mets un mec sur le cheval et ils vont genre super vite, genre 65 km/h, et entre le cheval et le skieur, tu mets une corde. Genre les cordes pour ski nautique, sauf que c'est pas du ski nautique parce que c'est un cheval qui tire un skieur. Ensuite tu mets des tremplins, puis des anneaux que tu dois récupérer pour ramener des points, et puis des fois, faut faire du slalom en plus. Oui, j'ai bien conscience que ça ressemble vraiment à un délire de mec complètement foncé en fin de soirée, mais en même temps... je pense que ça reste quand même un des sports les plus stylés de tous les temps. Et à Leadville, au Colorado, ils ont bien compris que c'était extrêmement badass, tellement en fait qu'une compétition de ce sport absolument incroyable y est tenue tous les ans depuis 1949, et cette année ça s'est déroulé début mars. Bref, en soi j'ai pas forcément énormément de choses à vous dire là-dessus, c'est juste que quand je suis tombé sur ces images, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage cette dinguerie. Et ah si, en fait, ce sport a été présenté comme sport de démonstration aux Jeux Olympiques de 1928, et depuis, tristement, plus rien. Enfin, je sais pas, je suis peut-être con, mais je me dis que si on remplaçait ça... 3 points. Par ça... peut-être que les gens regarderaient un petit peu les JO d'hiver, en fait. Dans la ville de Mobile, en Alabama, aux USA, les personnels du refuge animalier et des services animaliers de la ville ont enfin réussi à venir en aide à un chien errant qu'ils essayaient d'approcher depuis maintenant plusieurs mois. Ce chien, qui depuis sa capture a été renommé Bear, était devenu une sorte de légende locale. Pourquoi un chien errant deviendrait une légende locale? Parce qu'il s'est trimballé dans les bois avec une boîte coincée sur sa tête pendant pas loin d'une année complète. Alors oui, c'est franchement très drôle au premier abord, mais quand on y réfléchit un petit peu plus, on se rend compte que la pauvre bête a quand même dû survivre en autonomie avec une sorte de cagette sur sa tête qui devait fortement brider l'animal, ne serait-ce que pour son alimentation. Le sauvetage de l'animal a été effectué en 2 fois, étant donné que Bear s'est rapidement échappé après avoir été libéré de sa prison de tête. Mais seulement quelques jours plus tard, le chien a pu être capturé et ramené au refuge animalier. Après avoir été gardé quelques jours sur place, au cas où quelqu'un se présenterait comme étant le propriétaire de l'animal, Martin Miller, une personne collaborant très régulièrement avec le refuge local, a accueilli Bear chez lui, et comme on peut le voir dans cette vidéo, il a l'air de plutôt bien s'intégrer. A la base, pour les Morning Brew, je m'étais fixé comme règle de ne pas parler de décès, histoire de garder un petit peu de légèreté dans l'actu, mais là je vais un petit peu enfreindre cette règle. Est-ce que vous connaissez Picasso ? Non, je parle pas de ce gros porc là, je parle plutôt de celui-ci. Cette truie, qui est tristement décédée en début mars de cette année, avait été adoptée en 2016 par Joanne Lefson, la propriétaire d'une ferme refuge. Mais là, je vous parle pas de n'importe quel animal. En effet, elle était devenue une personnalité plutôt connue dans le monde de l'art, établissant en 2021 le record du prix de vente le plus cher pour une œuvre peinte par un animal. Son œuvre, Wild and Free, s'était vendue pour pas loin de 24 000 €, écrasant le précédent record établi en 2005 par un chimpanzé. L'argent récolté par la vente des tableaux était directement réinjecté dans l'entretien du refuge et dans l'accueil de nouveaux animaux. La propriétaire de Picasso explique qu'après avoir sauvé la bête de l'abattoir, celle-ci se faisait un malin plaisir de tout dézinguer dans sa porcherie. Tout dézinguer, ou presque. Parce qu'en fait, apparemment, la seule chose à laquelle elle ne touchait pas, c'était des pinceaux qui traînaient là. C'est après avoir remarqué ce petit détail que la propriétaire, Joanne Lefson, avait décidé de lui apprendre à les tenir, canalisant les pulsions destructrices de l'animal en art. Vous avez très certainement déjà entendu parler de la ville de Roswell, aux États-Unis, et de son mythique crash d'OVNI. Et si c'est pas le cas, pour la faire courte, en 1947, un homme du nom de William Brazel retrouve sur les terres de son ranch tout un tas de débris éparpillés sur pas loin d'1 kilomètre de longueur. Il prévient donc le shérif local, qui, lui à son tour, va prévenir la base militaire du coin. Et à partir de là, les récits divergent un petit peu. L'armée, de son côté, assure qu'il ne s'agit que d'une sonde météorologique qui s'est écrasée dans un champ. Mais de l'autre, le propriétaire du ranch dit qu'il a déjà récupéré plusieurs sondes météo sur ses terres, et que là, ça y ressemble vraiment pas du tout. Et en gros, à partir de là, ça va un petit peu dans tous les sens, certains allant même jusqu'à dire que l'armée aurait récupéré sur place plusieurs corps d'extraterrestres.
Bref, une histoire parfaitement rocambolesque qui, à ce jour, alimente encore une grande partie de l'économie de la ville, attirant chaque année des milliers d'amateurs d'ovnis et de petits hommes verts. Et c'est là que je voulais en venir parce que cette histoire est devenue tellement importante pour la ville que la police de Roswell vient de dévoiler les tout nouveaux patchs qui feront partie de leurs uniformes. Et franchement, quel style! Entre l'OVNI et son faisceau qui dessine une partie du R de Roswell, le slogan « Protect and serve those that land here », qui veut dire « protéger et servir ceux qui atterrissent ici », le choix des couleurs et le motif du drapeau du Nouveau-Mexique, je trouve qu'il y a là quand même beaucoup plus de bon goût que ce qu'on pourrait attendre de la part des forces de l'ordre américaines. C'est à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, qu'un accident de la route un petit peu particulier a eu lieu. Rien d'excessivement bizarre au niveau des véhicules impliqués, 2 voitures, dont un véhicule école, sont entrées en collision, mais heureusement personne n'a été blessé. Mais en revanche, ce qui est un petit peu plus original dans cette histoire, c'est les personnes impliquées dans l'accident. D'un côté, nous avons une monitrice, dans son véhicule école, et de l'autre, nous avons quelqu'un qu'elle connaît bien. Bah ouais, parce qu'en fait il s'agit d'un de ses élèves. Ouais, un teubé du turfu, sans permis, qui est entré en collision avec le véhicule d'une auto-école où il prend actuellement des leçons de conduite avec la personne qui vient d'emboutir. Parfait pour l'ambiance des prochaines leçons. Forcément, le conducteur a été verbalisé, mais je vous avoue que je serais quand même un petit peu plus rassuré si je savais que cette personne avait une paire d'heures supplémentaires de conduite à faire avant de pouvoir prétendre passer son permis. Après, ceci dit, peut-être que le mec est plus intelligent qu'on ne le pense, et qu'il avait juste remarqué que tant qu'il a pas de permis, on peut pas lui retirer de points. Brains. Le 22 mars marquera l'anniversaire du retour sur Terre d'un monsieur qui aura marqué l'histoire de l'espace. Né en 1942 et décédé en 2022, Valery Vladimirovitch Polyakov était un docteur cosmonaute russe qui, en plus d'avoir la giga classe parce que le mec est quand même docteur et cosmonaute, sérieusement, c'est aussi la personne qui, à ce jour, détient le record de la plus longue durée restée dans l'espace en continu. Du coup, quand je dis que le 22 mars marquera l'anniversaire de son retour sur Terre, c'est pas une figure de style, c'est la date à laquelle Valery est atterri, de retour de ce qui était seulement sa 2e et dernière mission spatiale, mettant fin à un séjour de 438 jours à bord de la station spatiale Mir. Pour se faire une idée, 438 jours, ça fait 14 mois et demi. À titre de comparaison, le record américain a été battu par un Frank Rubio, dont j'ai déjà parlé dans un précédent épisode, avec une mission qui s'est étalée sur un petit peu plus de 12 mois. Et en France, c'est notre icône nationale, Thomas Pesquet, qui détient le record avec 199 jours à bord de l'ISS. Donc pour l'instant, le record est encore loin d'être battu. Par contre, petite info bonus, le record de temps cumulé dans l'espace a très récemment été battu par Oleg Kononenko. Et c'est d'ailleurs toujours en cours puisqu'il ne devrait rentrer que fin septembre de cette année, accumulant un total de plus de 1110 jours passés dans l'espace. Petit truc avant que je vous présente ma recommandation de la semaine, on m'a fait un commentaire que j'ai trouvé très pertinent cette semaine sur le fait que les recommandations culturelles parfois pouvaient donner un petit peu l'impression d'être du contenu sponsorisé. Alors déjà, je vous assure que c'est pas le cas et franchement, je pense que ça sera jamais le cas. Mais surtout, je voulais vous dire que je suis en train de réfléchir un petit peu à comment je pourrais découper ça, comment je pourrais préparer ça pour que ça arrête de donner cette impression. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idées concrètes, donc si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça peut toujours m'aider et franchement, je suis dans tous les cas hyper content de vous lire à chaque fois. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Maintenant, retour à la recommandation de la semaine. Cette semaine, la reco, c'est l'album Asphalt Meadows de Death Cab for Cutie, un groupe de rock indé américain qui s'est formé à Washington en 1997 et qui vient de sortir un album qui, moi, me touche tout particulièrement. Alors je dis vient de sortir, mais en fait pas vraiment. L'album de base est sorti en 2022 et ils ont ressorti fin 2023 si je me trompe pas la version acoustique de ce même album, remplaçant les guitares électriques par du piano et un quatuor à cordes. Franchement, déjà que l'album original était un de mes préférés de l'année dernière, je pense sincèrement que cette nouvelle version acoustique va rentrer dans mon top 3 de cette année. Et en plus de ça, il contient une balade qui moi me touche énormément, qui s'appelle Rand McNally, qui aura réussi à me faire verser une larme plus d'une fois. Enfin bref, voilà, vous trouverez l'album comme d'habitude en description, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, et si vous avez d'autres recommandations de ce genre, je suis toujours friand de découvrir de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à me les partager aussi. Voilà, c'est tout pour ce Morning Brew, je sais que je me répète, mais bon, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, un sub si jamais c'est pas déjà fait, et n'hésitez pas non plus à partager les vidéos, parce que franchement c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour soutenir un petit créateur comme moi. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Morning Brew. Ciao.